Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Eh bien, mes auditeurs, merci de votre fidélité sur Radio Deniwan, FM Liberté, Radio Avleté, la voix de la résistance du peuple togolais. Depuis plus de 3 mois, le pouvoir de Faure Gnassingbé vacille sous une pression populaire. C'est d'ailleurs l'actualité ces derniers temps au Togo ainsi que dans la diaspora togolaise. La grave crise que traverse le pays inquiète également la communauté internationale qui propose un dialogue pour une sortie de crise. Ce dialogue est-il vraiment la panacée à la crise politique? Pour en parler, nous accueillons également un membre de la diaspora togolaise, Jonas Komla-Siladin, économiste et auteur de plusieurs ouvrages, dont Togo, démocratie impossible, justement avec un point d'interrogation à la fin. Il est en ligne depuis la région parisienne. Jonas Komla-Siladin, bonsoir et merci de nous accompagner en ligne depuis la France. Bonsoir Sylvain Amos, bonsoir aux auditeurs de Radio Avleté et Canal K. Bonsoir à tous nos auditeurs de par le monde, spécialement à nos compatriotes qui nous suivent depuis le Togo. Eh bien, Jonas Siladin, merci de nous accompagner en ligne depuis la région parisienne. Écoutez, il y a un moment que vous n'avez plus pris la parole. Et même les événements politiques du Togo, votre pays, ne vous ont pas fait sortir de votre diète médiatique. Jonas Siladin, quelles en sont les raisons? Depuis le début des manifestations et de leur intensification à partir du mois d'août, des voix plus légitimes et plus autorisées que la mienne ont porté les messages, ont expliqué les attentes, les objectifs de ces manifestations, ont prodigué un certain nombre de conseils aux premiers responsables et ont donné des indications, des informations tout à fait utiles, des consignes. J'ai estimé que ces voix ont suffisamment porté ces messages et qu'il n'était pas utile que moi, je parle aussi, pour dire exactement la même chose que les gens disent, ou pour dire que je soutiens ce que les gens disent. Ce n'est pas ça qui est utile. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas les événements ou que je ne les soutienne pas. Je les suis, je suis comme tous les Togolais qui sont épris de la justice, de la démocratie, qui se battent pour un progrès démocratique. Je suis les événements, j'interagis avec un certain nombre de personnes, y compris parmi les responsables de ces manifestations. J'ai même des discussions avec des personnes qui sont en dehors de ces manifestations, qui peuvent un jour ou l'autre venir apporter leur contribution décisive à ces manifestations, parce que c'est important que le mouvement aille jusqu'au bout. De manière générale, je ne prends la parole publiquement que lorsque je suis convaincu que ce que je vais dire peut avoir une utilité, peut être une contribution utile. Donc aujourd'hui, c'est ce que je souhaite faire et je vous remercie de m'en donner l'opportunité, parce que je pense que nous arrivons à un moment de la lutte où on a besoin de nourrir le débat des réflexions qui peuvent amener à construire une stratégie gagnante. C'est pour cela que je prends maintenant la parole. Et je vous remercie de m'en donner l'opportunité encore une fois. Eh bien, on peut comprendre ces raisons. Maintenant, allons directement au but de notre entretien de ce soir. Eh bien, Jonas, écartelé entre les exigences de leur base et la pression de la communauté internationale qui les presse à aller rapidement à une négociation, les leaders de l'opposition ne sont pas dans une position confortable malgré qu'ils aient réussi à établir un rapport de force favorable. Faut-il et doivent-ils négocier avec le pouvoir, puisque 3 leaders ont déjà rencontré à Paris le président guinéen Alpha Condé? Je pense que personne ne peut obliger aujourd'hui l'opposition à dialoguer, l'opposition togolaise à dialoguer avec le pouvoir.
personne ne peut blâmer les leaders de l'opposition s'ils refusent aujourd'hui d'aller discuter avec le pouvoir. Tant il est vrai que le pouvoir a toujours utilisé le dialogue comme un prétexte pour gagner du temps. Et on ne peut pas dire que par le passé, le pouvoir nous est habitués à une grande disponibilité à mettre en œuvre les mesures qui sortent des dialogues. On ne sait pas si le gouvernement est de bonne foi. On n'a jamais eu la preuve de sa bonne foi. Donc c'est tout à fait normal que l'opposition refuse aujourd'hui d'aller au dialogue. Personne ne peut blâmer l'opposition pour cela. D'ailleurs, les attentes de la majorité de notre peuple qui manifeste sont très claires. C'est le retour à l'esprit de la Constitution de 1992, le renforcement des institutions démocratiques de ce fait et l'organisation d'élections qui permettent aujourd'hui d'entrer dans une ère d'une véritable démocratie. Ça, c'est tout à fait clair. Je ne pense pas qu'on ait besoin forcément encore d'un dialogue pour arriver à cela. Si le gouvernement voulait vraiment aller vers les aspirations du peuple, de son peuple, il peut tout à fait mettre en œuvre ces mesures sans passer par un nouveau dialogue, puisqu'on a déjà parlé en long et en large de ces mesures, qu'il y a eu des commissions qui ont planché sur les réformes, que ces commissions ont rendu des rapports dans lesquels les mesures sont précises. À quoi servirait un dialogue aujourd'hui? L'opposition est en droit de se poser cette question-là. Après tout, évidemment, nous sommes un certain nombre à souhaiter que les choses se passent tranquillement dans notre pays, que la paix civile soit préservée, que l'unité nationale soit préservée. Il appartient à l'opposition, librement, sans aucune pression, sans céder à aucune pression, d'où qu'elle vienne. Elle appartient aux dirigeants, aux leaders de l'opposition, de se déterminer en fonction de la situation, de l'analyse qu'ils font de la situation, de se déterminer à aller ou non au dialogue. Il n'appartient à personne de le leur imposer. Je me dis tout simplement qu'ils doivent se déterminer assez vite, après réflexion, pour voir s'il y a opportunité d'aller au dialogue avec le pouvoir ou pas. Eh bien, si ces opposants ou bien ces leaders de l'opposition de cette nouvelle coalition optaient pour les négociations, Jonas Siladin, comment éviter, une fois encore, que les résolutions n'aillent rejoindre les nombreuses autres conclues lors des autres discussions antérieures? Eh bien, si l'opposition décide d'aller au dialogue, il est important qu'elle trouve une stratégie qui lui permette d'être efficace et surtout qui lui évite de perdre du temps et de vérifier assez rapidement si cette fois-ci le pouvoir est de bonne foi. Pour ça, il peut y avoir plusieurs approches, plusieurs solutions. Moi, j'en propose une, celle que j'appelle le dialogue séquentiel ou le dialogue en palier ou par palier. Le dialogue par palier, c'est quoi? C'est qu'il faut éclater l'ensemble des discussions en petites sessions courtes autour d'un sujet. Et à chaque fois qu'on discute et qu'on épuise l'ordre du jour d'une session et qu'on a acté un accord, eh bien, on suspend le dialogue et le pouvoir, le gouvernement, est tenu de mettre en œuvre les accords ou l'accord auquel on est parvenu lors de cette première session. Et une fois que le gouvernement a mis en œuvre cet accord, on ouvre une nouvelle session et on fait comme ça progressivement. Cette approche permettra très vite à tout le monde de se rendre compte si le gouvernement veut bien mettre en place les mesures qui sont issues du dialogue. Comme ça, on évite l'effet de tunnel qui fait qu'on rentre dans les discussions qui se prolongent avec des rebondissements, des fantaisies des uns et des autres. Et à un moment donné, on ne sait plus où on en est, et puis on claque la porte, et puis on revient, et puis ceci. Et le gouvernement utilise ça pour épuiser l'opposition. Donc pour moi, la clé aujourd'hui, c'est de mettre en place un dialogue progressif, séquentiel, par palier. Discussion après discussion, on vérifie la bonne foi du gouvernement.
Il peut y avoir d'autres méthodes, mais moi, la seule clé que je vois aujourd'hui, c'est d'obliger, comme ça, à avoir des sprints intermédiaires et avoir des points d'étape rapides. Si à la fin de la première session, on se rend compte que le gouvernement n'a aucune envie de mettre en œuvre les accords et que c'est encore une fois un subterfuge pour gagner du temps, pour sortir de la situation compliquée dans laquelle il semble se trouver aujourd'hui, eh bien, en ce moment-là, on sort du dialogue et puis on amplifie les mouvements et on va jusqu'au bout. Il faut que, à un moment donné, le gouvernement comprenne que il n'y a plus d'échappatoire. Nous voulons la fin du cinéma, nous voulons la fin de la dictature au Togo, la fin de l'exception togolaise. Nous sommes déterminés aujourd'hui à changer les choses. Ça doit changer et ça va changer. Eh bien, justement, Jonas Komansiliadin, dans cette crise interminable au Togo, les positions sont tranchées, le pouvoir et son opposition s'observent en chien de faïence. Votre concept d'œcuménisme politique est-il applicable dans ces conditions? Pensez-vous que les protagonistes pourront travailler ensemble? Oui, j'ai bien conscience que ce concept d'œcuménisme politique que j'ai proposé dès 2014 est de plus en plus difficile à mettre en œuvre dans notre pays. Parce que de crise en crise, de renoncement provocateur en renoncement provocateur, eh bien, le pouvoir a créé une situation de méfiance et de défiance qui fait que finalement, les acteurs de la classe politique ne se font plus confiance et n'ont plus envie de se parler ou d'aller sur quelques projets que ce soit. L'opposition, par exemple, est persuadée qu'à chaque fois le pouvoir fera du dilatoire et ne sera pas sincère jusqu'au bout, et que tout ce que le pouvoir cherche quand il veut travailler avec l'opposition, c'est de trouver le moyen de prolonger la dictature, le moyen de prolonger le mandat de Faure et de prolonger donc cette dynastie républicaine ou cette république dynastique plutôt qui sévit dans notre pays et qui fait du Togo une exception sous-régionale. J'ai conscience que c'est de plus en plus difficile, très très difficile de travailler ensemble. Pour autant, nous sommes des filles et des fils d'un même pays. Son avenir est notre devoir, son bien-être est notre devoir. Nos parents, nos grands-parents, nos aïeux nous l'ont légué pour que nous le bâtissions, nous le rendions beau et que nous le transmettions meilleur à nos enfants, à nos petits-enfants. Alors, est-ce qu'on va se dire que pendant que nous sommes en mission ou par rapport à cette mission, on va quand même oublier de travailler ensemble et de faire progresser les choses? C'est compliqué. Donc moi je pense que malgré toutes les difficultés qui existent et qui sont objectives, malgré les réticences, malgré les méfiances qui sont légitimes de la part de l'opposition, il faut que nous comprenions que il n'y a pas autre alternative aujourd'hui que de travailler ensemble si vous n'en passez pas une voie pacifique. Le pouvoir a une grande responsabilité dans cette situation. Quand le président Faure dit que les violences qui émaillent les manifestations sont de la responsabilité de ceux qui organisent ces manifestations-là, je pense que ce n'est pas une conclusion qui est recevable. Il faut se demander pourquoi il y a de plus en plus de violence dans le pays. C'est parce que nous avons accumulé des frustrations, des révoltes depuis au moins 2005, où on a eu une irruption dans la vie politique au moment où tout le monde espérait une ouverture. Au moins à partir de 2006, les Togolais auraient dû avoir une meilleure condition de vie. Nous aurions dû saisir l'occasion des accords politiques globaux, généraux, pour pouvoir organiser une nouvelle société, construire, bâtir un nouveau pacte social. À partir de l'APG, les renoncements, les provocations, les mépris, les propos d'arrogance auxquels le gouvernement nous a habitués, ou les silences de cynisme auxquels le gouvernement nous a habitués, ont progressivement entamé la confiance, le petit capital de confiance qu'on pouvait avoir. Aujourd'hui, les rancœurs se sont renforcées. Les Togolais sont
dans leur immense majorité, révoltés. Il n'y a que la minorité qui profite du système pour s'enrichir, qui voit que tout va bien. L'immense majorité des Togolais et qui se débrouillent dans une forme de misère, de désespérance, cette immense majorité-là aujourd'hui est profondément révoltée. Et quand une personne est révoltée et qu'il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'horizon, eh bien, on n'a pas besoin de lui dire ou de lui donner des consignes pour faire ci ou faire ça, pour qu'il commette l'irréparable. Les gens sont désespérés, ils savent que assis ou debout, ils vont mourir. Qu'ils tentent ou pas, ils peuvent mourir. Et donc, ils préfèrent tenter quelque chose pour avoir au moins une espérance de changer quelque chose. Et si par la suite il meurt ou qu'il trouve la mort ou que ça, de toute façon, ça ne change rien à la donne. Donc les Togolais sont déterminés. Il appartient au gouvernement, il appartient aux premières autorités du pays d'assumer la situation qu'ils ont créée et d'avoir un sursaut d'orgueil. Parce que le Togo est un bien commun. Et ils porteront la responsabilité d'une déflagration généralisée dans notre pays. Ils en prendront la responsabilité devant des siècles et des siècles. Donc c'est à eux de se remobiliser aujourd'hui, de siffler la fin des hostilités et dans une forme de responsabilité, de ramener tous les Togolais autour d'une table et de mettre tout en œuvre pour que enfin le Togo sorte de cet attarnement politique qui s'éternise. Nous avons aussi, comme nos voisins béninois, burkinabés, ghanéens, le droit de bâtir une société démocratique, de construire une république qui marche, où on vient au pouvoir par les urnes, on y reste, on fait ce qu'on a promis au peuple de faire, on finit son travail, on finit son mandat, et on s'en va, on laisse le pays tranquille, on laisse une autre personne venir essayer. Où on est dans une société civilisée qui protège les droits des citoyens. Et il est quand même temps que le Togo aussi sorte de cela et qu'on puisse rejoindre le concert des nations. Cette exception géographique, politique et historique n'honore personne. Donc, malgré les difficultés qui sont réelles, je crois qu'il y a lieu aujourd'hui que tout le monde entende raison, surtout le pouvoir. Que nos amis du pouvoir redescendent sur terre. Quand j'entends Bawara et compagnie parler, parfois je me demande qu'est-ce qui se passe. Pourquoi des Togolais peuvent être aussi à ce point hors contexte, hors sol. Il faut qu'on revienne sur terre et qu'on travaille comme les enfants de la même famille, de la même patrie, pour le bien-être commun, pour l'accomplissement de la mission que nous avons reçue de nos aïeux, pour transmettre un Togo meilleur à nos enfants. Jonan Siliadin, tout le monde le sait, hein, l'enjeu de cette crise est la représentation de Faure Gnassingbé au scrutin présidentiel de 2020 et même, comme le réclament certains, la fin également de son mandat actuel. Alors, comment résoudre un tel problème, Jonan Siliadin? Bien, tout dépendra de comment les choses évoluent dans les prochains jours. Si le dialogue est maintenu et que les deux parties s'entendent pour faire des discussions, pour avoir des discussions, et qu'on voit que le gouvernement est de bonne foi, eh bien, il faut aller progressivement vers l'ouverture d'une transition. C'est pour cela que je parle de dialogue progressif. C'est-à-dire que si on ouvre les discussions et que les premières mesures qu'on acte, c'est-à-dire le retour à l'esprit de la Constitution de 1992, sont mises en œuvre, en ce moment-là, il faut aller à une deuxième étape qui est l'ouverture d'une période de transition. Et pour moi, cette période de transition doit aller jusqu'en 2020, ce qui permet donc au chef de l'État actuel d'aller jusqu'au bout de son mandat. Sauf que à la fin de cette transition, l'élection présidentielle qui interviendrait à la fin de cette période de transition aurait pour règle que personne de ceux qui ont dirigé la transition ne pourrait se porter candidat à cette élection-là. En ce moment, le président sortant, pour avoir présidé la transition, ne peut plus se présenter comme candidat. Et donc, il aura ainsi été jusqu'au bout de son mandat,
il ne pourra pas se présenter, non pas parce que la Constitution aura été rétroactive et que ça dérogerait à un principe fondamental de la loi qui dit que la loi ne dispose que pour l'avenir, mais il ne sera pas candidat tout simplement parce que les règles de la transition seraient de telle nature que personne ne se présentera après avoir dirigé la transition. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Si discussion il y a, voilà comment on peut résoudre ce problème-là. Après, je le dis, c'est pas une provocation. Si les choses se passent bien, 2025, s'il faut se croire suffisamment capable de se présenter devant les Togolais et de recueillir leur confiance, il peut revenir. Et on verra si dans un cadre électoral assaini, avec des règles électorales transparentes et équitables, et une élection qui est organisée par un gouvernement responsable, s'il est assez populaire pour remporter le suffrage universel. Voilà. Maintenant, si au bout de quelques jours, dans les jours à venir, on se rend compte que le gouvernement n'est pas disposé à ouvrir des discussions sans tabou qui abordent ces sujets-là de l'alternance en 2020 ou de l'avancée démocratique, en ce moment-là, eh bien, la revendication initiale des soulèvements, des manifestations, doit être maintenue, conduite jusqu'au bout. Soit à la fin, on arrivera à dégager fort et en ce moment-là, on rentrera dans une nouvelle phase, soit à la fin, on n'y arrive pas et on constatera qu'il est plus fort que tout le monde et qu'on se soumettra. Mais en aucun cas, il faut aujourd'hui laisser les choses en l'état. Donc, s'il y a discussion, on va dans les discussions. L'objectif des discussions, c'est qu'en 2020, il y ait des élections sans Faure Gnassingbé comme candidat. Ce n'est pas qu'on se focalise sur lui, mais c'est lui qui endosse aujourd'hui la responsabilité. Qu'est-ce qui s'est précipité pour s'emparer du pouvoir au mépris de toute constitution en 2005? C'est bien lui. Qu'est-ce qui a bénéficié des retombées du massacre de 800 personnes, 800 de nos concitoyens? C'est bien lui. Qu'est-ce qui a foulé au pied les accords qu'on a signés en 2006 pour solder cela? C'est bien lui. Eh bien, à un moment donné, on ne peut pas avoir d'un côté le bénéfice de tout ce qui ne va pas et ne pas accepter d'être la personne désignée pour dégager. À un moment donné, il faut être conséquent. Pour moi, soit Faure veut être président de la République, à partir de maintenant, il se comporte en président de la République jusqu'en 2020 et après il laisse la place, ou il veut se considérer à la tête d'une association entre guillemets de malfaiteurs, ce à quoi ressemble de plus en plus le gouvernement actuel, eh bien, libre à lui de faire le choix, mais il sera traité comme tel. Pour le moment, moi je considère qu'il doit se comporter en président de la République et on doit le respecter pour ça, pour lui laisser l'occasion d'aller jusqu'au bout du mandat en cours. Mais si c'est pour nous dire que parce que les rapports de force sont en ma faveur, je fais ce que je veux du pays, eh bien, il sera traité comme tel. J'ai écrit il y a quelques moments que le patronyme n'est pas un casier judiciaire, mais il ne doit pas être non plus un passe-droit. C'est pas parce que Faure s'appelle Gnassingbé qu'il faut lui réserver un traitement particulier, qu'il ne faut pas le respecter ou qu'il faut tout de suite le considérer comme un pestiféré. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. On peut s'appeler Gnassingbé et être quelqu'un de très bien, avoir le droit de participer comme tous les Togolais à la vie publique. Donc, le patronyme n'est pas un casier judiciaire. Il ne faut pas juger Faure sur son nom. Mais en même temps, il ne faut pas que lui-même il utilise ce nom-là ou le simple fait qu'il est le fils de l'ancien président pour faire ce qu'il veut au Togo et tout le temps. Voilà, il n'est pas au-dessus, il n'est pas plus togolais qu'un autre, il n'est pas un Togolais exceptionnel, il n'est pas un citoyen à part. Il est un Togolais comme tout le monde et nous avons exactement les mêmes droits et les mêmes devoirs en tant que citoyen togolais. À un moment donné, il faut qu'ils comprennent. Et puis aujourd'hui, il faut aussi qu'ils comprennent qu'il y a une nouvelle génération d'hommes politiques qui montent en puissance et qui est derrière l'opposition. Et on n'est pas là pour rigoler. Voilà la question. C'est on rentre dans une discussion sincère, ça se passe bien pour tout le monde. On ne veut pas rentrer dans une discussion sincère. Le peuple togolais est pacifique, mais il faut que toute la communauté internationale qui se mobilise à gauche et à droite là comprenne une chose. C'est de la responsabilité du gouvernement que les choses se passent bien. Et il faut le dire au gouvernement. Ce n'est pas à l'opposition qu'il faut le dire. Et si le gouvernement ne veut pas entendre raison, à un moment donné, eh bien, ce qui adviendra, adviendra. Voilà.
Depuis le début de cette crise en août dernier, disons 3 et 19 août, date à laquelle les manifestations se sont amplifiées sur presque toute l'étendue du territoire, pour ne pas dire dans plusieurs villes du Togo, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, s'est abstenu de parler aux Togolais, hormis quelques interventions devant son parti et l'armée. Est-ce une faute politique, Jonan Siladin? Et comment comprendre cette attitude du chef de l'État, Faure Gnassingbé? Si c'était une faute politique, ce serait déjà grave. Mais je crois que c'est plus grave encore que cela. C'est en fait du mépris pour le peuple et du cynisme. J'ai beau analyser, parce qu'à un moment donné, on s'est dit, bon, là, il va parler. À un moment donné, on dit, oh, peut-être que là, on arrive à un moment où il ne peut pas ne pas parler. Tout le monde a vu. Il y a eu les violences à Mango, d'abord à Sokodé, et puis à Mango, et à aucun moment, il n'a parlé. Ça s'est répété à Sokodé, les gens sont sortis massivement dans la rue, tous les médias indépendants du monde entier ont repris ça en expliquant que là, vraiment, le Togo, il y a des manifestations et tout cela. Rien. Ça n'est pas une faute politique. Une faute politique, ce serait, par exemple, de considérer que il n'a pas bien apprécié la situation. Et ça s'est passé une fois où... Voilà. Là, ça s'est répété. Et ça s'est maintenu à plusieurs reprises. Il n'a pas parlé. Ça ne peut pas être une faute politique. Pour un président qui est en place depuis 15 ans, qui est entouré de conseillers de toute la loi, dont certains sont des anciens premiers ministres et compagnie, ou c'est anciens ministres ou anciens patrons de grandes institutions internationales, il ne peut pas y avoir d'erreur d'appréciation. Il a bien compris la situation. Mais c'est un mépris. Pourquoi? Parce que Faure sait que son pouvoir ne dérive pas du peuple et que c'est pas le peuple souverain qui l'a mis là. Il sait qui l'a mis là, il sait à qui il doit d'être président de la République. Donc il n'a pas de compte à rendre au peuple. C'est aussi simple que ça. Ça n'est en aucun cas une faute politique. Quand M. Lorenzo dit que son président ne parle pas beaucoup, c'est abscon comme raisonnement. Je suis désolé de le dire crûment, mais on ne demande pas au président de la République de parler beaucoup. On ne lui demande pas de parler tout le temps. Il est question de savoir pourquoi, lorsque des Togolais meurent, lorsqu'il y a une violence inouïe, lorsque des milliers, de centaines de milliers de Togolais descendent dans toutes les villes du pays, pourquoi le président de la République ne s'adresse pas, ne parle pas? C'est tout. S'il ne parle pas en ce moment-là, lorsque les Togolais meurent, à quel moment il va parler? S'il ne parle pas quand les Togolais réclament des réformes constitutionnelles, à quel moment il va parler? Au moment des vœux pour Noël? Alors, c'est pas ça la question. On ne lui demande pas de parler tout le temps. Personne ne lui demande cela. Personne ne lui reproche de ne pas parler tout le temps ou de ne pas parler beaucoup. On lui demande tout simplement, en tant que premier magistrat du pays, lorsque ça ne va pas, lorsque les Togolais sont dans la rue, qu'ils crient leur révolte, qu'ils se mettent en bataille rangée contre les forces de l'ordre, que les forces de l'ordre commettent des bavures manifestes qui circulent sur les réseaux sociaux, on lui demande tout simplement de parler. Il ne peut pas dire qu'il ne regarde pas les réseaux sociaux, puisque lui-même dit qu'il regarde les réseaux sociaux, faire de lui un homme simple, un dictateur sanguinaire. Donc il est au courant de ce qui se passe. Je ne pense pas que ce soit être simple que de se murer dans un silence quand le pays brûle. C'est du cynisme. Hein? Un homme simple, il n'est pas cynique. Voilà. Moi, je ne pense pas que ce soit une faute politique. Il faut nommer un chat un chat. Depuis toujours, j'ai toujours fait la part des choses en ayant un respect pour l'institution, pour le président de la République, et en évitant et en demandant à chaque fois que les gens aient de la mesure dans leurs propos. Mais là, nous avons franchi un cap. Et il faut que ceux qui pensent que nous sommes des agneaux dociles comprennent qu'ils sont allés trop loin et qu'il faut revenir à la raison s'ils veulent toujours avoir tout notre respect. À un moment donné, il faut que chacun assume ses actes. Ce n'est pas une faute politique, le fait que Faure ne parle pas. C'est du cynisme. Le pouvoir de Faure Gnassingbé semble miser sur l'essoufflement des manifestations qui, eux, comptent sur leur résistance. Enfin,
connaisseur de la situation politique du pays, Jonas Siladin, si vous deviez vous risquer à un pronostic, qui serait le vainqueur à ce jeu alors? Le pronostic en situation politique, c'est toujours compliqué, mais je comprends votre question, Sylvain. Je pense que le peuple souverain a toujours le dernier mot. Toujours. Quand on regarde l'histoire. Ça peut prendre du temps, mais le peuple a toujours le dernier mot. Et j'ai écrit, il n'y a pas longtemps, dans mon livre que vous avez cité, et qu'il n'y a pas d'adversaire aussi puissant soit-il qu'il ne soit pas possible de vaincre. Donc, aujourd'hui, je crois que les rapports de force sont tels que nous parviendrons à ce que nous voulons si nous restons déterminés, si nous restons vigilants, si nous travaillons avec méthode, si nous travaillons avec clairvoyance et lucidité. Le principal, c'est que nous puissions y arriver dans la paix, dans l'unité nationale, dans la concorde, pour que le Togo reste un et indivisible, et que les Togolais continuent à avoir envie, à avoir la joie, la possibilité de travailler, de vivre et de travailler ensemble. C'est ça le plus important. Mais le peuple a toujours le dernier mot. Le peuple souverain a toujours le dernier mot. Et il en a toujours été ainsi partout. Je ne vois pas pourquoi il n'en serait pas comme ça chez nous au Togo. Eh bien, parlons un peu de cette actualité au niveau panafricain. Cette semaine, Robert Mugabe, lâché par l'armée, a été contraint à la démission. 3 ans plus tôt, l'armée du Burkina Faso donnait l'exemple en ne réprimant pas le peuple révolté par la volonté de Blaise Compaoré de s'éterniser au pouvoir. Alors, les forces armées togolaises ne semblent pas inspirées et par ces exemples-là. C'est ce qu'on essaie de comprendre. Hein. Alors, dans votre livre, Togo, démocratie impossible, je rappelle que Togo, démocratie impossible, là, il y a un point d'interrogation, c'est une interrogation que vous vous posez. Alors, vous dites, Jonas Siladin, qu'on a souvent parlé de l'armée sans suffisamment lui parler. Alors, 3 ans après, a-t-on pu parler à l'armée, Jonas? Comment parle-t-on à l'armée togolaise? C'est la grande question. Décidément, je vois que vous êtes allé décortiquer mon livre et le contenu de ce livre qui est paru en 2014. C'est tout à votre honneur. Je pense que c'est le travail du journaliste que d'aller chercher tout ce qui a été produit, toutes les analyses qui ont été faites sur la situation et aider les concitoyens, les protagonistes à comprendre, à mieux comprendre ce qui se passe, à les éclairer. Je pense que c'est une très bonne chose. Je m'en réjouis. Oui, effectivement. Je pense que on a commencé à parler à l'armée et on l'a fait suffisamment. C'est pas encore terminé, mais l'opposition a compris en tous les cas qu'il faut parler à l'armée et ça se voit. Vous avez vu les dernières manifestations avec les roses et il y a eu de belles images où la population a offert des roses aux forces de l'ordre, aux membres des forces de l'ordre, et on a bien vu que de leur réaction, ils sont de cœur avec nous. Ils sont dans une institution, ils sont soumis à une hiérarchie, à une discipline qui fait que ils ne peuvent pas prendre ces roses ou réagir, mais de tout cœur, je pense que l'immense majorité des forces de l'ordre commence à comprendre que cette situation n'arrange personne, ou en tout cas n'arrange que la minorité qu'on a créée, qu'on entretient, qui peut s'offrir des appartements sur les plus grandes avenues du monde, qui peut offrir à leur progéniture, cette minorité-là, à sa progéniture, des écoles, des formations dans des grandes écoles, et qui vit à l'abri de tout besoin, dans un confort inouï, pendant que l'immense majorité, force de l'ordre ou civile, croupit dans la misère. Je ne sais pas si tous les militaires aujourd'hui ont la possibilité d'envoyer leurs enfants à Stanford, Yale ou à Georgetown. Je ne pense pas que tous les militaires, toutes les forces de l'ordre aujourd'hui sont capables, à la fin de leur vie, de léguer à leurs enfants, à leur famille, un toit et des conditions de vie décentes. Voilà. Donc, or, le travail ou le combat de l'opposition et de tous ceux qui sont en lutte pour la démocratie, c'est justement cela, permettre d'avoir une société dans laquelle
que chacun puisse travailler sereinement à préparer son avenir sur la base des mêmes chances, hein, sur la base de mêmes chances et de l'équité, de la justice économique et sociale. Voilà ce pourquoi nous nous battons. Et donc, quand nous faisons ce combat-là, c'est complètement injuste que les militaires, qui sont au même titre concernés que nous, soient là pour nous barrer la route ou pour nous violenter. Et donc, l'opposition a commencé à faire ce travail. J'ai vu l'adresse du professeur Olou à l'armée, l'adresse de Kafuya Adjamagbo à l'armée, le commandant Olivier Ama l'a fait avant. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent aujourd'hui pour parler à l'armée, pour justement expliquer que nous sommes dans une démarche pacifiste. Nous sommes dans une démarche de paix et que nous ne cherchons pas à créer un désordre dans le pays. Et que même au-delà de ça, si nous arrivons à imposer une avancée démocratique, une ouverture démocratique, nous sommes des hommes et des femmes responsables, pétris de l'amour pour notre patrie, de notre pays, et que nous sommes capables de gérer le pays dans la concorde, dans la paix, et de le conduire sereinement vers son bonheur, vers son avenir. Donc, nous ne sommes pas moins méritants que ceux qui sont là aujourd'hui et qui foutent la pagaille. Nous sommes, au contraire, plus responsables, plus soucieux du bien-être et de la justice sociale. Voilà le combat. Mais bon, je pense que l'opposition a compris et a fait beaucoup d'efforts pour parler. Il faut continuer à le faire. Il y a des fissures. On verra comment ça va évoluer. Rien n'est interdit. Les jeux sont ouverts. Il faut continuer à parler à l'armée. Jonas Siladin, je rappelle à nos fidèles auditeurs et auditrices, dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique, sur Radio Canal K, c'est Radio Partenaire, FM Liberté, Radio Denigma et Radio Avleté, la voix de la résistance du peuple togolais, que vous êtes économiste et auteur de plusieurs ouvrages, et d'ailleurs, dont le dernier est un collectif sur les banques en Afrique. Justement, quelles peuvent être les conséquences des manifestations sur l'économie? Alors là, on voit qu'il y a plusieurs manifestations au Togo et un peu partout en Afrique également. Alors plus précisément, l'économie togolaise est-elle en mesure d'encaisser le choc que lui infligent les manifestations depuis le mois d'août? Aucune économie au monde ne peut supporter sans conséquence des manifestations généralisées qui durent sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Et encore moins celle du Togo. Vous savez que le budget 2017 table sur une augmentation des recettes de 26%. Quand on voit les manifestations qui se généralisent dans le pays, il est difficile que les recettes de l'État puissent augmenter de 26%. Donc l'hypothèse même de l'équilibre budgétaire est compromise dès lors que les manifestations se poursuivent. Première observation. Deuxième observation, il faut savoir que l'année 2015 a été une année très fragile parce que nous avons eu à organiser les élections au Togo. Donc cela a mis à rude épreuve les finances publiques et donc le budget de l'État. L'année 2016 a permis un retour à un premier niveau de consolidation et normalement 2017 devait permettre de renforcer cela et de permettre au Togo de réduire ses déficits et d'améliorer ses performances. Malheureusement, on ne va pas y arriver. C'est d'ailleurs pour cela que le gouvernement, à un moment donné, a voulu interdire les manifestations en semaine, parce qu'il a compris que les manifestations avaient un impact sérieux sur l'activité économique et que cela pouvait compromettre les hypothèses, les atteintes des objectifs budgétaires que l'État s'est assigné. Mais encore une fois, ça c'est de la responsabilité du gouvernement. Notre pays se caractérise par quoi? Par une dépendance des activités de commerce international, parce que le Togo est un corridor vers l'Interland. Donc, tout ce qui est lié aux activités portuaires et aéroportuaires qui permettent donc de générer du transit et donc des recettes liées à cela, et le Togo est fortement dépendant de cela. Donc, l'activité d'insécurité ou les troubles et l'insécurité que cela puisse générer, le sentiment d'insécurité que cela puisse générer auprès des opérateurs économiques va ralentir et donc faire décroître le volume de ces activités-là par rapport à ce qui était prévu. Première chose. Deuxième chose,
notre pays dépend, notre économie dépend essentiellement aussi de l'informel. Donc, quand il y a des activités, des manifestations, eh bien, très peu de gens ouvrent leurs boutiques. Les activités ne se déroulent pas comme ça devait se dérouler normalement. Donc, il y a une baisse de productivité et donc baisse donc de revenus globalement au niveau de l'économie et donc par effet de ricochet, moins de recettes pour l'État et donc une croissance moindre par rapport à ce qu'on peut attendre. Cela est dangereux pour le Togo aujourd'hui. Parce que le gouvernement avait prévu de lancer un certain nombre de plans, notamment de plans national de développement à partir de 2018, avec pour objectif d'atteindre ou de ramener le déficit public et le déficit budgétaire, donc dans un premier temps à 3% horizon 2019, parce que ça c'est l'objectif communautaire, donc le critère au sein de l'UEMOA. Et véritablement 2, 3 mois, 4 mois, et si ça continue, surtout quand on arrive à la fin de l'année, où c'est une période de fête, où la plupart des commerçants, des artisans, des opérateurs économiques réalisent un certain nombre de leur volume d'affaires, eh bien ça va devenir compliqué pour l'économie du Togo, bien évidemment. Dans tous les cas, l'objectif de croissance des dépenses de 26% ne sera pas atteint. Les 860 milliards de recettes prévues, de recettes budgétaires, hors de recettes trésorerie, ne seront pas atteints. Ça c'est sûr et certain. Donc le budget ne s'équilibrera pas. Le Togo aura forcément des difficultés à boucler son budget, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle pour le gouvernement qui essaye de raccrocher les wagons, et donc la croissance qui était prévue à 5,2 pour l'année 2017 selon les dernières prévisions doit être revue légèrement à la baisse à mon avis. Le pouvoir togolais se bat farouchement pour conserver une mainmise sur le nord du pays et par le siège des villes comme Sokole, Mango, Bafilo. Et justement, il y a l'interdiction pure et simple des manifestations de l'opposition dans une ville comme Kara est supposée et acquise à sa cause. Alors, cette partie du pays n'est-elle pas finalement son tendon d'Achille? Et Jonas Siladin. Vous avez raison. Depuis toujours, la stratégie du pouvoir, c'est d'opposer le nord et le sud du Togo. Généralement, pour faire peur à nos compatriotes de la partie septentrionale du pays, on leur dit, écoutez, vous considérez que nous, on n'est pas bien, mais pour le moment, c'est nous, vos frères, qui sommes au pouvoir. Vous verrez, si vous laissez les gens du sud prendre le pouvoir, vous verrez ce qu'ils vont vous faire. Vous vous souvenez de la période d'après l'indépendance, avec les Abla de Soja et tout. Ces gens-là, ils n'ont aucune considération pour nous. Donc, attention, même si vous n'êtes pas content de ce qu'on fait, nous sommes encore le moindre mal. Hein. Et on réussissait comme ça, de façon réelle, dans un premier temps, à mobiliser les gens autour du pouvoir, et puis par la suite, par les artifices de découpage électoraux et par le gonflement artificiel de la liste électorale, on a justifié de façon artificielle l'adhésion qui n'est plus aussi systématique de la partie septentrionale au projet politique proposé par le pouvoir de Faure Gnassingbé. Donc effectivement, entre le décalage qu'il y a entre cette réalité factice fabriquée depuis 2005 et la réalité, on va dire, de terrain, la réalité authentique du terrain, fait qu'aujourd'hui le pouvoir est un peu déboussolé. Parce que les populations pensent, veulent exprimer quelque chose. Ils ne sont pas d'accord. Ils pensent comme tout le monde, c'est tous les Togolais qui sont concernés. Vous savez, la misère ne connaît pas de la géographie. La difficulté économique ne va pas s'arrêter à Takbamé en se disant, bon, finalement, ici, ça va, tous les gens du Sud peuvent être dans la misère, mais les gens du Nord, ils vont être bien parce que, voilà. Non. Tant qu'on ne travaille pas pour le pays et qu'on ne fait pas la promotion du développement, pour le plus grand nombre d'entre nous. Quand
tant qu'on ne fait pas le partage de la richesse de façon appropriée, et qu'on est dans un régime de prédation systématique, la misère se ressent partout. Et cette misère nourrit la révolte. Autre chose, tous les Togolais en ont marre d'avoir une seule famille qui régente le pays depuis plusieurs années, plusieurs décennies. Donc c'est tout à fait normal que la révolte se généralise. Et on ne peut pas continuer indéfiniment à maintenir la population du nord du pays dans une forme de chantage politique ou de verrouillage. C'est ce que je disais au début de notre entretien, Sylvain. Je disais que quand un homme, quand une femme est désespérée, n'a plus d'horizon, eh bien, il est prêt ou elle est prête à tout pour s'en sortir, quitte à sacrifier sa vie pour cela. Et la clé de notre problème se trouve là. Le gouvernement doit comprendre qu'il a épuisé tous ces subterfuges, qu'il a épuisé tous ces artifices aujourd'hui pour fuir en avant. Il a épuisé toutes ces cartes. Maintenant, il n'a qu'une seule option, c'est de s'inscrire enfin dans la sincérité, dans la vérité des faits et de laisser les choses se produire naturellement, comme elles doivent se produire. Essayer encore de construire une contre-vérité, une contre-réalité, ce serait le subterfuge de trop. Et c'est ça qui va allumer la poudrière. Donc c'est pour ça qu'il faut que le gouvernement fasse essentiellement attention à la situation actuelle. La crise que nous connaissons aujourd'hui ressemble peut-être aux différentes crises que nous avons connues, mais elle n'est pas du tout la même. Dans son essence profonde, ce n'est pas la même crise. Et ça, il faut que les gens puissent avoir l'intelligence de comprendre cette particularité très tôt, afin qu'il ne soit pas trop tard. Jonas Siladin, rapidement, une dernière question pour vous libérer en ligne depuis la région parisienne. Encore une fois, merci de votre disponibilité. Et là, la diaspora togolaise face à cette crise au Togo n'est pas restée indifférente. Elle a multiplié des manifestations dans beaucoup de pays d'accueil. Vous faites partie de cette diaspora-là. Jonas Siladin, pensez-vous que les actions de la diaspora togolaise sont à la hauteur de la crise actuelle? Alors, quelle observation faites-vous sur ces activités, Jonas Siladin? Alors, souvent, je dis que la diaspora, elle est à l'image du Togo, hein. Elle est multiforme, elle est traversée par plusieurs courants différents. Il y a des gens qui sont de la diaspora, qui soutiennent le pouvoir en place, qui soutiennent l'immobilisme. Et puis, il y a dans la diaspora des gens qui sont neutres, qui ont quitté le Togo parce qu'ils ont connu des difficultés inouïes et qui sont ici et qui ne cherchent qu'une seule chose, avoir la paix, vaquer librement à leur business, s'occuper de ceux dont ils doivent s'occuper et ne plus jamais entendre parler ni de politique ni du Togo ou du Togo, mais seulement par rapport à leur famille. Et puis il y a une partie de la diaspora aussi qui est engagée pour le progrès démocratique. Donc souvent je fais toujours cette précision là pour dire que la diaspora togolaise, ça n'est pas une structure monolithique, monoforme, qui soutient l'opposition ou qui est acquise dans son ensemble à l'opposition. Alors, pour cette partie-là de la diaspora en lutte pour la démocratie, oui, les manifestations sont à la hauteur. Les gens se sont mobilisés dans toutes les capitales, pratiquement les grandes capitales, en tous les cas, devant les ambassades, devant les institutions comme l'Union européenne, devant le tribunal de la CPI. Et donc on fait des manifestations à Paris, nous avons marché plusieurs fois à Paris. Et donc il y a cette présence-là de la diaspora, cette détermination de la diaspora. Vous avez vu sur les plateaux des grandes chaînes, nombreux de nos compatriotes sont allés porter la voix, le message de la manifestation de façon brillante, admirable. Voilà, ils sont allés porter la contradiction aux membres du gouvernement ou aux conseillers du président ou au soutien du NIA. Donc la diaspora en lutte pour la démocratie à faire et continue d'ailleurs à faire sa part du travail. On peut toujours espérer plus, mais la difficulté c'est que, comme je le dis, nous sommes à l'étranger et quand on est à l'étranger, on a des contraintes encore plus fortes parce que à la fois nous devons nous occuper de nous-mêmes, mais nous devons nous occuper de nos parents qui sont au pays parce que le pouvoir les a abandonnés. Vous savez, l'effort de la diaspora représente près de 20% du PIB du Togo.
par année. Vous voyez, donc il y a aussi ces contraintes-là qui limitent tout ce qu'on peut déployer comme action. Mais déjà, avec le peu qu'on a, avec les contraintes que nous avons, je trouve que la diaspora en lutte pour la démocratie a bien réagi et continue à réagir à la hauteur de cela. Il faut s'en féliciter, il faut féliciter toutes les organisations qui militent, qui organisent ces manifestations. C'est pas évident du tout dans nos pays. Il faut les féliciter, il faut les remercier, il faut les encourager, il faut qu'on continue à nous mobiliser, chacun faisant ce qu'il peut faire pour que quelque part on connaisse, on comprenne la situation du Togo, qui est un éclairage sur le Togo. Je peux vous donner une petite histoire rapide, personnelle. Mon directeur est rentré de vacances et il vient me voir, donc c'était début septembre. Il rentre dans mon bureau, il dit, mais Jonas, alors qu'est-ce qui se passe au Togo? Il paraît qu'il y a beaucoup de manifestations et tout. J'avais le sourire parce que il ne connaissait pas le Togo, il ne savait pas ce qui se passait au Togo, mais parce que à un moment donné, je me suis ouvert à lui, je lui ai expliqué un certain nombre de choses de la situation. Donc, il a mis une alerte qui lui permet d'être au courant de ce qui se passe au Togo. Et donc, voilà. Donc, j'imagine que de proche en proche comme ça, si on arrive à permettre à un grand nombre de personnes de s'ouvrir sur ce qui se passe au Togo, c'est déjà une contribution aussi. Et donc, c'est ce que fait admirablement la diaspora en lutte pour la démocratie et ce dont il faut se féliciter. Eh bien, Jonas Siliadin, nous n'allons pas finir cet entretien exclusif avec vous sans vous demander votre mot de fin puisque le Togo traverse une très grave crise. Vous êtes de la diaspora, alors quel est votre mot de fin dans cette émission? Oui, je voudrais pour terminer remercier, féliciter, envoyer mes encouragements à tous nos compatriotes en lutte pour la démocratie, spécialement aux premiers responsables de la coalition de l'opposition. Et une fois n'est pas coutume, et c'est normal, faire une mention spéciale à Tipi Achadam, parce que vous m'avez posé la question tout à l'heure. C'est parce qu'il a réussi à mobiliser son parti, ses partisans, que la donne a fondamentalement changé, en ce sens que on ne peut plus aujourd'hui systématiquement parler de sud ou du nord et que véritablement ça vient conforter tout ce qui avait été fait comme effort et amplifier ce qui avait été fait comme effort par ses prédécesseurs, Jean-Pierre Fabre, Brigitte Adjamagbo, Gilbert Sassou, Odo Diapévon, Maître Abouibo et tout cela, qu'il faut féliciter, remercier, encourager, leur dire que leur travail n'est pas vain et que nous sommes là pour les soutenir, nous sommes là pour les accompagner et un jour ou l'autre, nous serons là pour prendre le relais et faire leur fierté et donc les encourager pour cela. Au-delà de ça, je voudrais m'adresser à tous les Togolais parce qu'à chaque fois que je réfléchis à la situation que nous vivons aujourd'hui, il me revient un des couplets de notre hymne national, en tout cas une partie de ce couplet-là, c'est « Vaincons ou mourons, mais dans la dignité ». Et plus j'y réfléchis, ça me fait peur, cette phrase, parce que j'ai peur que pour une fois, si on ne fait pas attention, ça risque de se produire de façon prophétique. Et ça risque d'être une prophétie et que ça ne se réalise. Je souhaite de tout cœur que tout le monde médite cette phrase, vaincons ou mourons, mais dans la dignité, et que chacun se résolve, le gouvernement, l'opposition, tous ceux qui aiment le Togo, pour que dans la réalité, cette phrase devienne vaincons, vivons dans la dignité. Eh bien, Jonas Siliadin, encore une fois, merci de votre disponibilité. Et merci pour tout. Merci et à très bientôt. Bonsoir. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.